to everyone. Welcome in the DRC session. My name is Angélique Mbelou. I am actually the coordinator of Policy and Climate Program of RFN office in DRC, and I'll also be your moderator for this session. All the session will be in French, sorry. All the session will be in French. So please see on your bottom of your screen, you will find a sign for interpretation. Click on it and choose the language you want to follow. On the other side, also on the bottom of your screen, you will also see a sign for Q&A. If you click inside, you can ask your question directly to the panel. Surely. So right now, I'll switch in French and thank you to be with us today. Alors, je suis Angélique Mbelou et donc je serai la modératrice de ce panel. Je suis actuellement la coordonnatrice du programme Gouvernance et Climat de Rainforest en RDC à Kinshasa. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui avec les experts autour de moi pour entretenir cette session sur le rôle des peuples autochtones dans les engagements et les ambitions de la RDC sur le climat et le développement. Nous allons commencer cette session par une présentation qui va nous être faite par Patrick Saïdi, coordonnateur national de la dynamique des groupes des peuples autochtones. Il va nous entretenir sur la relation, l'interconnexion entre les peuples autochtones et les paysages de forêts intactes. Je vais donc laisser la parole à Patrick Saïdi pour la présentation. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de votre fusion. Merci à Madame Angélique pour l'introduction. Comme l'a si bien dit Madame Angélique, nous allons nous entretenir sur les questions, effectivement, de peuples autochtones, c'est-à-dire ces liens, cette interconnexion entre les peuples autochtones et les forêts intactes ou le paysage des forêts intactes. Donc, voilà. Le temps que la présentation PowerPoint arrive, mais comme nous le savons tous, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord le circonscrire, parce que là on a parlé déjà de la première question qui est le paysage des forêts intactes. Donc nous allons essayer déjà de définir qu'est-ce que nous attendons par le forêts intactes ou le paysage des forêts intactes. En parlant de forêts intactes ou en parlant de paysage des forêts intactes, donc nous parlons effectivement des zones qui n'ont jamais subi de modifications. Donc là, quand on parle des modifications, c'est en termes d'activités anthropiques. Nous parlons aussi des zones, donc des zones qui n'ont jamais subi des divisions, soit des divisions en termes d'utilisation ou en termes d'allocation. Mais en parlant aussi du terme impact comme tel, donc le terme impact, donc ça veut dire que c'est des forêts ou des zones où effectivement l'homme n'a jamais eu l'influence en termes de modification du couvert forestier, en termes de modification de biodiversité que nous trouvons dans cette zone-là. Et par la suite, on a parlé aussi de la question autochtone, comme nous le savons tous, comme la question est bien définie dans la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Nous parlons de ces groupes-là, nous parlons de ces hommes-là qui vivent effectivement en autarcie dans ces zones, avec un lien intrinsèque entre ces couverts forestiers intacts, mais aussi avec leur mode de vie et tout ce qu'ils font dans la forêt. Et dans ce contexte, on définit aussi comme intact, comme je le dis tantôt, milieu naturel, exempté des traces d'activités humaines significatives et de tout signe de fragmentation anthropique de l'habitat. Alors, donc, le sujet du jour, c'est de voir c'est quoi les liens entre les forêts intactes et le peuple autochtone. Pour qu'on arrive à bien faire le lien, donc on va faire la présentation de deux cartes géographiques. Donc, une carte, effectivement, qui essaie un peu de faire la localisation de forêts intactes
au niveau de l'étendue nationale. Et la deuxième carte, ça sera effectivement une carte qui essaie un peu de faire la localisation de peuples autochtones sur l'étendue nationale. Donc, tel que vous les voyez sur l'écran, donc à ma droite, donc ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Donc, la première carte, effectivement, nous montre un peu ce qu'on peut appeler les couverts forestiers, c'est-à-dire les couverts forestiers intacts. La carte, dans son ensemble, c'est la carte de la République démocratique du Congo. On a les couverts forestiers tels qu'il est présenté, mais en termes de différence, on verra qu'il y a une zone où on a une couleur verte vive et on a une autre zone où on a une couleur verte claire. La zone où on a une couleur verte vive, donc c'est effectivement dans cette zone-là où nous trouvons ce qu'on peut appeler les forêts intactes, en d'autres termes, des forêts primaires. Donc ces forêts-là qui n'ont pas encore subi effectivement des modifications en termes d'activités anthropiques. C'est aussi dans ces zones effectivement que nous retrouvons des fortes concentrations de biodiversité, mais aussi des forêts à grande valeur écologique. Et à ma gauche, par rapport à la présentation, nous avons toujours aussi la carte de la RDC, mais à ce moment-là, nous avons la même couleur, donc une couleur verte et une couleur blanche. Dans toutes les zones où nous avons des couleurs vertes, c'est des zones où nous trouvons actuellement le peuple autochtone en République démocratique du Congo. Et si on prend déjà ces deux images en termes de corollaires, on arrive déjà à voir, sans faire même la superposition, on peut déjà voir comment ces deux images arrivent à se marier par rapport aux zones colorées. Donc, on voit déjà qu'en termes de superposition, ces deux images-là peuvent bien se marier. Donc, c'est une façon déjà de dire d'emblée que dans les zones où nous retrouvons le forêt intact, effectivement, c'est dans des zones aussi où nous trouvons le peuple autochtone qui considère ces espaces-là comme leur habitacle, comme leur milieu de vie. Donc, ça, c'est déjà le premier lien. Le forêt intact, les zones où on les situe, où on les localise, c'est presque aussi dans la même zone où nous trouvons le peuple autochtone. Donc, une façon de dire qu'ils vivent dans ces zones, qu'ils ont des liens incroyables, intrinsèques avec ces zones, c'est aussi une façon de dire que le fait que nous avons ces forêts intactes-là et que le fait que nous avons les autochtones qui vivent dans ces zones, ce n'est pas un fait du hasard parce que ces autochtones ont un lien spécial avec ces forêts. Non seulement ils ont un lien, mais leur mode de vie, leur façon d'être contribue effectivement à la préservation et à la conservation de ces forêts intactes-là. Mais par la suite, on va essayer un peu de démontrer concrètement comment les modes de vie, comment la culture, comment les savoirs endogènes, comment les pratiques traditionnelles des autochtones contribuent concrètement à la conservation ou à la valorisation ou à l'augmentation du couvert forestier de ces forêts intactes qu'on peut appeler les forêts primaires. Donc, avant qu'on y arrive, on a essayé un peu maintenant de faire la superposition de ces deux cartes qu'on vous a présentées tantôt. Donc, on a la première carte avec les couverts forestiers des forêts intactes et nous avons la deuxième carte qui était la carte de localisation. Mais par rapport à la carte qui est devant nous, cette superposition, on l'a fait en termes de points. Parce que ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur la localisation des peuples autochtones au niveau national. Et là, on a projeté ces points de localisation de tous les endroits où nous trouvons les peuples autochtones sur la carte qui nous a été produite par Greenpeace, afin déjà de voir comment ces deux éléments arrivent à se marier. Et en termes de localisation, tel qu'on peut le voir devant nous, c'est tout à fait clair que là où nous avons les forêts intactes, effectivement, nous avons des autochtones qui vivent dans ces zones-là. Certes, ce n'est pas sur l'ensemble du couvert, mais l'élément le plus important, c'est de dire que la perception déjà de l'autochtone en termes de l'occupation, ce n'est pas une perception en termes de parcelles, mais c'est une perception en termes d'étendue, en termes d'espace. Et on verra par la suite même la définition et la planification de cet espace-là. On peut continuer. Alors, comment ils arrivent à contribuer naturellement ou traditionnellement en termes de préservation de ces forêts intactes ou en termes de l'augmentation du couvert forestier? On a essayé un peu d'épingler quelques éléments au niveau de l'autochtone dans son cosmos afin de faire ressortir les éléments clés qui contribuent effectivement à cette préservation. Donc, tantôt, on a parlé déjà, le premier élément, c'est le mode de vie lui-même, donc une mode de vie sans impact négatif sur la forêt primaire et sur ses écosystèmes. On ne va pas donner beaucoup d'exemples, on peut prendre seulement l'habitat. Rien que l'habitat de l'autochtone arrive à nous permettre déjà de voir que sa façon de vivre n'a pas d'impact dans ces écosystèmes-là parce que son habitat est fait de feuilles, il est fait de lianes, il est fait de tiges, donc un habitat écologique est totalement biodégradable.
Donc, le deuxième point clé, on a parlé de la philosophie elle-même. Donc, une philosophie basée sur les us et coutumes, plaçant la forêt au centre de l'existence de l'autochtone. Donc, pour que l'autochtone existe réellement, il faut qu'il y ait la forêt, et la forêt devient l'élément clé de son existence. Et vous allez voir, non seulement il y a le fait que la forêt est placée au milieu de son existence, il fait un avec la forêt, qu'il considère comme mère nourricière, qu'il considère comme les pharmacies, leur alimentation. Donc, tout est fait et tout doit être fait par rapport à la forêt. Donc, le mode de vie, le rythme par rapport au rythme de la forêt, et le rythme avec les saisons de la forêt. Donc, tout ce qu'ils font doit être fait et dans la forêt et autour de la forêt. Le deuxième élément que j'avais déjà tantôt cité, c'est le système même de propriété. On a une propriété collective qui est différente du système de propriété avec les autres communautés, qui est une propriété individuelle. Mais là, on a une propriété collective en termes de gestion, une propriété collective en termes d'utilisation même des ressources qu'on retrouve dans cette zone-là. Donc, une façon de faire et une façon de voir qui impacte positivement, effectivement, et ces forêts, et ces écosystèmes, et tout ce qu'on a comme ressources dans ces zones-là. Il y a aussi les pratiques traditionnelles, donc des pratiques traditionnelles purement écologiques. On a parlé tantôt de la chasse, pêche, cueillette, et voilà, de la chasse, pêche et cueillette. Et en parlant de la chasse, juste en termes d'exemple, on verra que peut-être les autochtones, des fois, ils font la chasse avec des trous. Donc, c'est une chasse totalement sélective. En parlant de la cueillette, donc on fait le prélèvement au lieu de faire l'abattage de l'arbre. En parlant même de la pêche, on utilise des nasses au lieu de faire peut-être les copages ou l'empoisonnement des poissons dans des rivières comme on les voit auprès des diverses communautés. Un autre élément capital, c'est les déplacements stratégiques et périodiques, parce que nous savons dans les temps, on a tous parlé des peuples autochtones pygmées comme des peuples nomades, et ce nomadisme était défini par rapport à l'utilisation de cet espace-là, mais aussi par rapport au temps qu'il faut laisser à cet espace, à ces forêts-là de se régénérer. Mais actuellement, comme ce sont des zones qui subissent des pressions et que ce déplacement n'est plus possible parce qu'on se déplace, et quand on revient à l'endroit initial du déplacement, il arrive que cet endroit est déjà occupé par d'autres communautés. Stratégiquement, c'est de se dire qu'on se déplace, mais dans une zone très bien définie et très bien planifiée par rapport à l'utilisation. Et là, nous avons une carte qui essaie un peu de nous démontrer ce que nous appelons l'aménagement de l'espace par l'homme pygmée. Nous sommes ici avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement. Mais ici, je ne parle pas de l'aménagement scientifique, je parle de l'aménagement traditionnel, de l'aménagement qui sort de l'imaginaire de l'homme pygmée, comment il conçoit son espace. Parce que souvent, nous avons des forêts, nous pensons que l'utilisation et l'occupation de la forêt se définit par rapport au campement où vit l'homme pygmée, or que ce n'est pas le cas. Donc, l'homme pygmée arrive déjà à planifier son espace. Et la planification de l'espace, c'est aussi par rapport aux utilisations, par rapport aux usages. On voit déjà qu'il y a des zones définies en termes de zones de conservation. Nous avons des zones de chasse, nous avons des zones de cueillette, nous avons des zones de pêche, mais aussi un élément clé, c'est tout ce qu'on appelle les zones dédiées à des sites sacrés, qui relèvent purement et carrément de la conservation pure et simple, parce que ce sont des zones dans lesquelles, en tout cas, les communautés n'exercent pas des activités. Et il y a aussi un élément clé qui est la résilience. Et la résilience autochtone, aujourd'hui, c'est comment l'homme autochtone arrive à faire face aux menaces auxquelles est confronté actuellement les forêts primaires ou ces couverts forestiers intacts. Alors, en termes de conclusion, comme je le dis tantôt, l'autochtone fait un avec les forêts intactes. Il est clair aujourd'hui, on peut l'affirmer très haut, que les forêts intactes aujourd'hui, si nous les voyons, nous les appelons forêts intactes, c'est parce que les autochtones ont vécu dans ces endroits pendant des millénaires. C'est parce que les autochtones, de par leur mode de vie, contribuent énormément à la préservation de ces écosystèmes-là, mais aussi c'est parce que les autochtones, avec leur façon d'être et de voir, renforcent même les couverts forestiers, parce qu'on l'a démontré dans la présentation, même si on a pris beaucoup de temps. Mais pour qu'on arrive, qu'on continue effectivement à préserver ces éléments, pour qu'on continue à parler toujours des forêts intactes, qui est un élément clé aujourd'hui dans toutes ces questions liées au changement climatique, qui est un élément clé même pour le développement de la RDC avec des ambitions vertes. Il y a quelques recommandations, donc notamment comment on arrive à protéger ces forêts intactes. Protéger les forêts intactes veut dire, entre autres, protéger l'homme pygmée qui vit dans ces forêts intactes-là.
Il y a aussi un élément qui est très important, c'est la reconnaissance des droits de ces communautés. Comment l'État congolais, à travers son Excellence, Monsieur le ministre qui est avec nous, clarifie aussi sa vision verte, sa vision de développement, parce que quand on voit l'affectation des terres actuellement en termes d'usage, il y a une contradiction entre la vision verte et les souhaits qu'on veut avoir, parce que dans la même zone, on a les forêts intactes, on a les carrés miniers, on a les carrés pétroliers et ainsi de suite. Il y a aussi l'harmonisation en urgence des différentes politiques sectorielles et le ministère de l'Aménagement est en train de s'employer là-dessus. La sécurisation juridique des terres et des espaces des peuples autochtones, l'adoption de la loi qui est actuellement à l'Assemblée nationale, mais aussi comment on arrive, enfin, je cite, comment on arrive à capitaliser ces connaissances endogènes des peuples autochtones pygmées dans la politique nationale de conservation et de protection de tout ce qu'on a comme biodiversité et forêt dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cet exposé et d'avoir aussi respecté mon chronogramme. Alors oui, d'entrée de jeu, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons vu où se trouvent les territoires des peuples autochtones, à quel point ils sont connectés avec la forêt par leur mode de vie et donc par leur savoir et par leur culture, ainsi que les recommandations qui sont faites pour que cette intégration, cette connexion soit mieux portée. Alerte spoiler, Patrick donc a révélé mon panéliste phare. Nous avons le grand honneur d'avoir avec nous sur ce plateau la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le ministre, merci encore d'être des nôtres. Merci. Je vais directement commencer dans cette session de discussion en panel par vous, avec la question la plus élémentaire que l'on pourrait poser. Au regard donc de ce que Patrick a mis en avant comme étant les usages concurrentiels sur la terre et les projections de développement de la RDC, est-ce que l'aménagement du territoire protège les forêts équatoriales? D'abord, je dois commencer par vous remercier de l'opportunité que vous venez de m'accorder, l'opportunité que vous venez d'accorder au ministre de l'Aménagement du Territoire de la RDC. Je crois que cette séance va nous permettre de clarifier beaucoup de choses et nous sommes heureux de nous retrouver avec le représentant du peuple autochtone. Parce qu'il y a parfois des zones d'ombre avec notre présence, je crois que nous pouvons donner les éclaircissements. D'ailleurs, d'emblée, sans pour autant entrer dans beaucoup de détails, je dois vous dire qu'après 60 ans, aujourd'hui, mon pays, la RDC, est en droit de vous dire que la question de l'aménagement du territoire qui était délaissée pendant si longtemps, aujourd'hui, nous sommes en droit de vous informer que notre pays, mon pays, s'est déjà doté de la politique nationale sur l'aménagement du territoire. Et ne s'est pas arrêté là, mon pays vient de se doter en projet de loi relative sur l'aménagement du territoire. Et vous allez comprendre qu'en dehors de l'instrument qui est encore en pipeline au niveau de l'Assemblée nationale, où on parle de peuples autochtones pygmées, les deux instruments produits par le ministère de l'Aménagement du Territoire ont consacré ces vocables. C'est pour dire que vous ne pouvez pas aménager sans tenir compte des réalités sur le terrain. Maintenant, revenant à votre problématique, je crois que je peux vous dire d'emblée que dans la politique nationale de l'aménagement du territoire, il y a des axes qui consacrent, pour parler de la sauvegarde, la durabilité environnementale et la résilience face au changement climatique. Et de deux, de la planification, de l'optimisation des affectations et l'arbitrage des usages des terres qui donnent des orientations pour la sauvegarde environnementale et sociale, de la prévention des écosystèmes naturels, dont les forêts tropicales. Donc, pour dire que la préoccupation aujourd'hui des peuples autochtones pygmées, tout au long de notre élaboration de la politique nationale sur l'aménagement du territoire, a été l'une des priorités qu'il fallait tenir compte. Et je salue l'exposé de tout à l'heure qui vient de démontrer que vraiment, nous avions vécu pendant 60 ans avec des versions, des visions différentes. La vision verte et la vision scientifique, il faut aujourd'hui que nous puissions nous mettre d'accord en tenant compte des modes de vie de ce peuple. Nous nous disons la forêt et parle de leur habitat. Donc, il faut concilier cette réalité pour qu'on prenne en compte
la dynamique du peuple autochtone pygmée. Et je peux vous avouer les deux instruments que nous avions produits pour la RDC. Aujourd'hui, cette question doit être saluée. Peut-être c'est l'occasion où le ministre de l'Aménagement du Territoire voudra bien être jeté de fleurs aujourd'hui, parce qu'il n'y a que nous qui venons de consacrer dans les deux instruments que nous venons de doter notre pays pour la sauvegarde et surtout comprendre leur mode de vie et l'intégrer dans la politique et surtout tenir compte du dialogue qui doit se faire dans les affectations, ainsi de suite. Quelque part, on a parlé de superposition. Tout au long de l'élaboration de nos instruments, ça a été pour nous le motif principal de finaliser cette question. Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui dont la question des superpositions pose d'énormes problèmes. Et au-delà de tout ça, la réalité avec nos communautés locales, que nous appelons avec précision communautés de peuples autochtones pygmées, n'était pas prise en compte. Mais pour nous, aujourd'hui, nous pouvons vous avouer que toutes ces questions ont été balayées lors de l'élaboration de la politique nationale sur l'aménagement du territoire et qui sont confirmées dans la loi qui doit être défendue très bientôt et promulguée par le président de la République. Donc pour nous, cette réalité qui vient d'être présentée, nous sommes très d'accord que c'est la toute première fois que cette question va trouver sa réponse idoine, tant recherchée pendant plusieurs années. Merci, Excellence. Merci pour cette précision. Nous sommes en tout cas très conscients des avancées que l'aménagement du territoire a effectuées dans la mise à disposition d'outils, la formulation de ces différents outils. Et en termes pratiques, au regard de cette mission transversale qui revient à l'aménagement du territoire, comment, avec la législation foncière, la législation forestière sur de la conservation, comment est-ce que ces droits des peuples autochtones vont être sécurisés? Oui, d'ailleurs, je dois d'abord vous avouer que la sécurisation des droits de peuple, ce n'est même pas l'imagination ou l'invention du ministère de l'Aménagement du Territoire, c'est d'abord une recommandation constitutionnelle de la République démocratique du Congo de pouvoir sécuriser tout individu, tout un groupe d'individus, et notamment toutes les communautés autochtones pygmées. Donc, lors de l'élaboration d'ailleurs de ces deux instruments, je dois vous avouer que les caractères participatifs avec d'autres sectoriels étaient l'une des premières recommandations inévitables pour nous permettre de nous comprendre et d'avoir la même vision et d'évoluer par la même conception de voir les choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, la politique nationale sur l'aménagement du territoire ainsi que sa loi tiennent compte de pouvoir sécuriser, parce que la mise en œuvre en termes de gestion, en termes d'affectation, en termes d'usage, nous ne pouvons pas nous dépasser de ce qu'on appelle les dialogues. On doit toujours dialoguer avec le peuple local, les peuples autochtones pygmées, pour savoir quelles sont les orientations qui ne peuvent pas aller à l'encontre aux réalités des terrains. Donc, les dialogues nous ont caractérisés avant, pendant et pour toujours, parce que nous ne pouvons jamais imposer une politique sans pour autant passer par le dialogue, qui veut dire la participation dans la définition de nos politiques. Nous ne pouvons pas être des savants sans pour autant dialoguer avec le bénéficiaire, parce que la bonne loi est celle qui doit être appréciée, qui doit être accompagnée dans les communautés locales pygmées. C'est pour cette raison. Tout autre instrument que nous avons, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, nous, à l'aménagement du territoire, nous avions voulu utiliser les vocables peuple autochtone pygmée, c'est consacré. Je crois qu'en dehors du texte qui traîne très longtemps encore au niveau du Parlement, sur les principes fondamentaux en rapport avec le peuple autochtone, mais nous sommes les premiers à consacrer en entièreté le peuple autochtone pygmée. C'est pour dire qu'on voulait assez que ce peuple qui participe au niveau de la sauvegarde de notre écosystème, de nos forêts,
surtout avec l'exposé qu'on vient de démontrer ici, je crois que même le financement de tout ce que nous voulons faire contre le changement climatique, il faudrait que ce peuple autochtone soit pris en compte parce que finalement, c'est lui le gestionnaire, le véritable et les destinataires finaux pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous pouvons faire comme lutte contre les changements climatiques. Excellence, merci pour vos réponses. J'aimerais rappeler à nos participants, à l'audience qui nous suit, que nous avons prévu donc, dans cette session, tout en bas de l'écran de votre Zoom, un symbole Q et A qui vous permet de poser des questions directement au panel, des questions qui vont être traitées et répondues ici même. Donc, Son Excellence, dans ce panel, est accompagné de Patrick Saïdi, qui nous a fait une présentation en introduction, mais également de Étienne de Souza, qui est le team leader du pilier 2, croissance inclusive, au bureau RDC du PUI. Monsieur Étienne de Souza, êtes-vous avec nous? Oui, je suis bien encore avec vous, par la grâce de la technologie. Merci. J'ai donc une première question en corollaire, en complément de l'intervention de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire. Et donc, cette question, ce serait, aujourd'hui, comment est-ce que l'aménagement du territoire peut concrétiser l'interconnexion entre les peuples autochtones et les forêts intactes? À savoir que nous sommes au courant et nous sommes informés donc, de l'usage concurrentiel des terres et donc de la présence du secteur privé sur ces mêmes terres. Mais comment est-ce que l'AT peut concrétiser cette interconnexion? Merci bien. Je voudrais, avant toute chose, présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est avec nous, qui a de façon brillante tout à l'heure rappelé quels ont été les processus qui ont permis à l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire de la RDC. Pour apporter quelques éléments de réponse, parce que c'est une question très large, quelques éléments de réponse à votre question, je voudrais rappeler ici deux principes qui ont été adoptés dans le cadre de l'élaboration de la politique de l'aménagement du territoire de la RDC. Le premier principe est celui de la consultation publique et participation. Son Excellence l'a dit tout à l'heure, et au regard de la présentation faite par Patrick, qui montre bien le lien, l'interconnexion entre l'habitat des peuples autochtones et les forêts intactes, je crois que ce principe, le respect de ce principe est essentiel pour nous assurer, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique d'aménagement du territoire, que les peuples autochtones, dans leurs besoins, dans leurs droits et en matière d'habitat, en matière d'espace, dans leurs droits en matière de ressources, que si ces droits sont respectés, eh bien, on pourrait par ricochet assurer en fait que ces forêts restent intactes, que la sauvegarde de ces forêts soit une réalité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément auquel je veux faire appel est que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire de la RDC, il est prévu à travers l'axe stratégique 5 que la politique veille au respect des sauvegardes environnementales et sociales dans la planification et l'utilisation des espaces. Comme vous le savez bien, la politique donne des orientations globales. Et la politique prévoit également que certains nombre d'outils soient développés, notamment un schéma national d'aménagement du territoire, des schémas provinciaux d'aménagement du territoire, des plans provinciaux, je voulais dire, d'aménagement du territoire, des plans locaux d'aménagement du territoire. Et il est prévu dans le cadre de cette politique que des consultations soient organisées et que le développement de ces outils soit basé sur des zonages. Lesquels zonages, bien évidemment, vont tenir compte de la présence de ces peuples autochtones et assurer la sauvegarde de leurs espaces et donc assurer la sauvegarde des forêts intactes.
Je voudrais rapidement conclure sur cet élément-là pour dire l'interconnexion est, de mon point de vue, totalement évidente en mettant en lien la présentation de notre cher ami tout à l'heure et les propos de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, avec les éléments clairs qui apparaissent dans la politique qui a été adoptée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Etienne. Donc, je tournerai donc vers votre ami, Patrick Saïdi. Patrick Saïdi. Alors, nous savons que les organisations des peuples autochtones ont, durant l'année 2020, conduit à un fervent plaidoyer pour l'adoption de la loi portant statut de une loi qui est actuellement au Parlement en attente d'adoption. Est-ce que vous pensez que cette loi peut véritablement protéger les terres des peuples autochtones? Bon, en réponse à cette question, tout en disant encore merci à son Excellence, Monsieur le ministre, qui a en tout cas répondu déjà même aux préoccupations personnelles que j'avais, en attendant effectivement qu'on ait les outils. La loi actuellement, elle est au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a déjà des principes effectivement de sécurisation des terres qui sont déjà définis dans la version actuelle. Mais au-delà de la définition des principes, il y a eu un travail parallèle qu'on a eu à mener, que ce soit tout près du ministère de l'Aménagement du Territoire, que ce soit tout près du ministère des Affaires foncières, afin d'ouvrir déjà de fenêtres pour qu'une fois la loi autochtone soit adoptée, qu'il n'y ait pas de contradictions entre cette loi-là et les différentes lois sectorielles. Mais ce qui est sûr et évident, les questions de propriété, les questions de tenir, les questions même de vision, parce qu'on a parlé tantôt, nous, quand on parle de la sécurisation de la terre, en tout cas pour les communautés non autochtones, on se limite en termes de parcelles ou de l'endroit qu'on estimerait être utile pour sa survie, mais pour l'autochtone, c'est plus en termes d'étendue, en termes d'espace, et dans la loi autochtone qui est actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est sur cet élément où on a mis l'accent, comment l'État congolais arrive à reconnaître cette notion de propriété collective. Et ce sont ces éléments-là qu'on a même présentés auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire ainsi qu'auprès du ministère des Affaires foncières. Donc, il y a au moins des garanties, des sauvegardes jusque-là dans cet outil-là. Non, si je comprends bien, vous avez déjà donc versé auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire vos attentes, qui sont des attentes en termes d'outils pour la prise en compte des études et des données existantes. Mais en dehors de cela, avez-vous d'autres préoccupations, d'autres attentes? Bon, les préoccupations, il y a déjà des éléments que son Excellence a soulevés, mais je vais peut-être mettre l'accent, parce qu'il l'a déjà dit. En termes, sur le plan de l'aménagement du territoire, l'un des éléments clés sur lesquels on a insisté, c'est comment l'aménagement du territoire arrive à prendre en compte d'abord les us et coutumes fonciers de peuples autochtones pygmées. Donc, cette notion-là de gestion, cette vision que l'autochtone a par rapport aux espaces, mais aussi, comme vient de le dire si bien Étienne, et l'Excellence aussi l'a dit, c'est comment on arrive à prendre en compte aussi les peuples autochtones dans les différents outils de l'aménagement du territoire. Parce qu'il a parlé de déchèments et des plans locaux de l'aménagement du territoire, comment on arrive à prendre en compte l'autochtone. Et quand je dis l'autochtone, ce n'est pas l'individu ou la personne, c'est de dire c'est un tout. C'est comment on arrive à considérer aussi ces espaces-là quand le gouvernement congolais, quand l'État congolais va se mettre dans cette perspective d'avoir un plan national d'affectation des espaces dans les usages, que ce soit pour les communautés ou que ce soit dans une vision stratégique du développement de notre pays. Et Excellence l'a si bien dit, il y a des gens qui sont là, qui ont des notions, qui savent gérer. D'ailleurs, c'est le meilleur gestionnaire. Mais comment on arrive à refléter ces ambitions, global de développement de la RDC. Et les chefs de l'État y reviennent souvent, mais notre souhait, c'est que ces éléments-là se traduisent effectivement dans les outils juridiques et administratifs qui régulent chaque secteur. Une traduction en concret dans les outils qu'on utiliserait sur le terrain. Alors, j'ai déjà les premières questions. J'ai les premières questions donc, de la section questions et réponses. Donc, excellent, ces questions vous sont toutes adressées. Ah ben voilà. On a plus d'un qui sont heureux de vous avoir avec nous. Donc, la première question au ministre, est-ce qu'un plaidoyer a été effectué par votre ministère pour garantir un financement durable de l'aménagement du territoire?
Merci beaucoup de la pertinence de la question. J'allais évoquer pendant votre première question. Je tiens à vous rassurer d'abord que le secteur de l'aménagement du territoire continue son parcours de sa réforme qui a été déjà lancée depuis 2015. Et jusqu'à ce jour, nous sommes en train de nous efforcer pour atteindre les jalons qui ont été assignés à ce secteur. Au jour d'aujourd'hui, nous avions parcouru un chemin de 50%. Et le plaidoyer, je crois que c'est ça notre conduit de tous les jours. Et l'évaluation, vous savez que, mais nous sommes en train de faire le plus grand plaidoyer. Nous ne pouvons pas terminer la réforme si nous n'arrivons pas les deux instruments fondamentaux qui nous restent. Les autochtones, pygmées doivent trouver des réponses de manière technique et claire. Et la notion de la concertation, de la participation doit se faire plus sentir quand nous allons nous retrouver au niveau local avec ces peuples. Donc le plaidoyer pour nous, c'est ça notre cheval de bataille, et nous pensons que les bailleurs de fonds qui nous entendent doivent comprendre que commencer sans terminer, ça serait détruire toute cette vision de pouvoir tenir compte des questions si pertinentes des peuples autochtones. Donc pour nous, nous pensons que le plaidoyer est en train d'être fait, ça se fera toujours jusqu'au jour où nous allons terminer les deux jalons importants qui nous restent et que la RDC doit traduire sa volonté en outil administratif et juridique. C'est là, ça sera la fin de notre chemin de la croix pour qu'on donne une fois pour toutes à cette République les réponses idoines pour la gestion de nos espaces, de nos affectations et les préoccupations si pertinentes des peuples autochtones. Merci, je pense que vous rejoignez là les préoccupations de Patrick. Effectivement. C'est cartographique. Donc je passe à cette seconde question de notre audience. Ah, très bien. Je crois que, vous savez, je peux vous avouer que c'est la toute première fois dans le gouvernement Ilungamba où nous avions vécu plus d'une année sans qu'il y ait des conflits entre les sectoriels. De tous les temps, l'aménagement du territoire ne pouvait pas rimer avec les affaires foncières, ne pouvait pas rimer même avec l'urbanisme et habitat. Mais aujourd'hui, la collaboration entre ces secteurs est très nette et très claire. Pourquoi? Parce que le problème a été bien posé, la démarche a été bien présentée au niveau de l'aménagement du territoire, jusqu'à telle enseigne que d'autres sectoriels comprennent qu'il n'y aura pas de superposition d'attribution. Chacun doit jouer son rôle pour que les réponses tant attendues par notre peuple, par nos communautés locales, puissent être mieux données. Parce que hier, la conception était comment? L'aménagement du territoire ne veut rien dire. C'est un concept d'abord qui n'était pas presque connu, qui était non seulement connu et étouffé parce qu'on ne voulait pas de ça, mais aujourd'hui nous sommes rattrapés. Nous sommes rattrapés parce qu'on a mis la charrue devant le bœuf. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que l'aménagement du territoire, c'est cette sorte de boussole qui doit guider tous les sectoriels. Donc, le guide en RDC aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire. Et tout le monde est d'accord. Celui qui va poser les actions en matière foncière doit se rendre compte si l'écran géant qui est l'aménagement du territoire a prévu ce qu'il veut poser comme acte. Aujourd'hui, la preuve en est que les 90% des conflits qui sont devant nos tribunaux, nos cours et tribunaux, ce sont des conflits fonciers. Ça signifie que nous nous sommes pris mal avec cette question de gestion, d'affectation. L'adoption a été à l'unanimité au niveau du gouvernement, que ce soit pour la politique nationale, que ce soit pour les projets de loi, parce qu'on a compris, après 60 ans, nous avons un grand village amélioré qui n'a jamais été aménagé. Merci. En effet, l'aménagement du territoire comme instrument de pacification des activités intersectorielles, donc le maître de la stratégie de l'utilisation de la terre en RDC. Très bien. Je reviens à vous, excellent. Juste peut-être pour rebondir avec Patrick, cette petite question.
Nous avons donc appris, nous savons qu'en RDC, il y a énormément de conflits ou de tensions entre les communautés bantoues et les communautés autochtones. Et la question qui vous est adressée est, pouvez-vous dire quelques mots sur la cohabitation entre PA et Bantou et comment faire pour améliorer cette situation? C'est une question qui va revenir également à son Excellence, qui a Bon, la cohabitation, bon, c'est une question ouverte et vaste. Mais je dirais la cohabitation dépend des zones. Il y a effectivement des zones où la cohabitation, c'est difficile de dire qu'elle est pacifique, parce que déjà, cette relation qui caractérise l'homme pygmée et l'homme bantou n'est pas déjà saine, parce que c'est une relation où on a un maître et l'autre qui doit se soumettre comme un esclave, mais néanmoins, ce sont des relations qui se sont définies effectivement dans nos coutumes, qui ont normalisé ce genre de choses, comme si c'était des situations normales. Et le fait que la chose a été normalisée, ça fait que l'homme pygmée s'est tellement soumis que dans ces zones-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'une situation qui n'est pas normale, on l'a rendue normale. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi des zones où ce genre de situations ont créé des conflits ouverts, que ce soit en Tanganyika. Et ces conflits ne sont pas très loin de ce que son Excellence vient de dire, où on a des villages améliorés et non aménagés. C'est autant de problèmes qu'on a laissés depuis avant même l'indépendance et après l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Et ces problèmes nous rattrapent en créant des conflits, des fois meurtrieux. Et il n'y a pas longtemps, aussi dans l'est du pays, dans la province de l'Ituri, on a eu des autochtones pygmées qu'on a perdus, suite toujours à des problèmes liés à la terre et autres. Mais comment arriver à résoudre ces problèmes-là? Déjà, c'est la mise en place des outils juridiques administratifs pour réguler le peuple là où ils vivent. Mais aussi, de l'autre côté, c'est que l'État doit définir une stratégie de cohabitation pacifique, c'est-à-dire comment amener le peuple dans une vision commune. Parce que c'est bien de parler des développements, mais le peuple, en soi, c'est un outil clé de ce développement-là. Parce que si le peuple ne suit pas, le développement lui-même, en tout cas, ne tiendra pas. Donc, ce que nous demanderons à ce moment-là, c'est d'un côté une politique nationale de cohabitation pacifique. On doit montrer au peuple qui compose la République démocratique du Congo, cet État qu'on appelle la RDC, qu'ils ont le même droit, qu'ils ont le même devoir. Il n'y a pas des êtres, comme on appellerait des êtres humains, et il n'y a pas les autres qu'on doit considérer comme des animaux. Donc là, on vient de voir que l'homme pygmée est utile dans la gestion de l'unité forêt. Et aujourd'hui, la forêt fait entrer quand même de recettes, c'est des ressources pour la République démocratique du Congo. Mais comment ne pas donner de crédit à cette personne-là qui contribue énormément à la préservation de ces couverts forestiers? Merci Patrick. Étienne, j'espère que vous êtes encore avec nous. Je ne vous ai pas oublié. Permettez que je cède encore une question à son Excellence, Monsieur le Ministre. Excellence, peut-être pour cette dernière question en rapport avec ce que Patrick vient de présenter comme la situation entre PA et Bantou. Est-ce que l'aménagement de territoire peut, dans de telles situations, aider ou contribuer à la résolution? Oui, très bien. C'est une question qui vaut son pesant d'or. Je tiens d'abord à vous informer que dans la plupart des cas de conflits entre le peuple autochtone, le peuple pygmée et le peuple bantou, au jour d'aujourd'hui, je peux vous avouer, selon l'approche politique, c'est devenu aujourd'hui ces fonds de commerce. Parfois, ces conflits sont entretenus pour des intérêts partisans. Je prends le cas de la province de Tanganyika. Vous allez voir, pendant une période, il y a une accalmie totale et à un moment donné, pour question de repositionnement politique, on va aller jusqu'à aller armer le peuple autochtone pour l'opposer au peuple bantou, parce qu'il y a déjà un pas de gens qui a été franchi, parce que je peux vous avouer qu'il existe dans ce pays le mariage entre les pygmées et les bantous. Une fois que certains mariages ont été scellés, donc on a brisé ce qu'on appelait hier tabou, donc on s'accepte. Donc maintenant, il est question aux décideurs politiques de pouvoir maintenant matérialiser ça dans la prise en compte à la table des décisions, les jours où il y aura un pourcentage considérable en termes de responsabilité dans le chef des institutions, le peuple bantou, qui veut utiliser les autres comme marchepied, comme sous-peuple, comprendra que nous avons la même capacité, nous avons le même devoir, nous avons les mêmes obligations. Parce que leur non-participation à la gestion de l'État reste
donne l'idée à ceux-là qui veulent bien les utiliser comme un sous-peuple. Donc, à ce jour, j'espère que le gouvernement Ilunkamba, où nous sommes aujourd'hui, avait déjà décidé de tourner des pacifications pour faire voir et faire comprendre qu'il n'y a pas de peuple et de sous-peuple. Même ces pygmées doivent se retrouver demain en termes d'institutions. On doit avoir les députés pygmées. On doit les avoir, on doit avoir demain, nous voulons, selon la vision de l'aménagement du territoire, pourquoi pas demain avoir un président pygmée dans ce pays? Pourquoi pas avoir un premier ministre pygmée? Donc, ça fait si longtemps que nous avions délaissé ce peuple, mais aujourd'hui, en réalité, c'est un bon gestionnaire. Parce que un Muntu dans une forêt et un pygmée dans une forêt, vous allez comprendre que il n'y a pas photo, parce que l'utilisation de la forêt par le Bantou et par le pygmée, donc il y a une différence totale. Donc nous devons en tenir compte. En effet. Merci, Excellence. Merci, Patrick. Étienne, je reviens vers vous. Avant de clore cette discussion, donc, de l'aménagement du territoire et des peuples autochtones. J'aimerais donc, de par votre expérience et votre position team leader du pilier croissance inclusive au bureau de PNUD RDC, vous adresser cette question. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le développement économique durable de la RDC est dépendant de la préservation des forêts et de la sécurisation des droits des peuples autochtones? La question économique est revenue maintes fois ici, aussi bien pour justifier, pour expliquer les problèmes que l'on rencontre, mais également pour démontrer un besoin. Merci bien, Angélique. Votre question, c'est carrément un sujet de thèse, mais je vais essayer d'être succinct, de ne pas entrer dans la et de quand même apporter quelques éléments de réponse assez précis. Alors, comme vous le savez, et son Excellence l'a dit tout à l'heure également avec d'autres mots, le développement économique durable est un choix qui a été opéré par le gouvernement de la RDC à travers plusieurs éléments sur lesquels je vais venir rapidement. À travers, par exemple, le fait que le gouvernement de la RDC a adhéré à plusieurs cadres internationaux, à plusieurs objectifs internationaux. Je prends l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui constituent en fait des cadres de développement durable, de développement économique durable, auquel le gouvernement de la RDC a totalement adhéré. Un élément important également, c'est le plan national stratégique de développement de la RDC, qui aujourd'hui est aligné sur ces objectifs internationaux. Mais au-delà de ces engagements internationaux, il convient de dire que la RDC regorge d'un potentiel forestier énorme, qui est connu. Comme vous le savez, 65% un peu plus de 65% du bassin de la forêt, bassin forestier du Congo est en RDC. Et donc, il est impossible que cette vision de développement de la RDC puisse se conduire sans intégrer la nécessité d'une gestion durable de ce potentiel forestier. Donc, c'est là le nœud de tout le problème. Pas le problème, mais je vais dire, c'est même là la solution au développement économique durable. Intégrer une gestion durable de ce potentiel forestier. Vous verrez bien que j'ai préféré utiliser le terme gestion durable que conservation. Je l'ai fait à dessein pour éviter d'entrer dans... pour éviter en fait des débats un peu trop, je vais dire, tranchés. Mais la perspective est d'engager le pays dans une gestion durable de ce potentiel forestier. Et je crois que plusieurs outils que le gouvernement de la RDC a développés, avec l'appui de ses partenaires, je veux parler de la stratégie nationale RED+, qui intègre cette vision de développement durable du potentiel forestier, de gestion durable du potentiel forestier de la RDC,
et en même temps que ce potentiel forestier soit au bénéfice des populations congolaises et des peuples autochtones pygmées également. Et un autre élément qui découle donc de cette stratégie est cette politique d'aménagement du territoire qui viendra mettre en lien les utilisations, je vais dire, contradictoires, mais en tout cas les utilisations multiples de l'espace que constitue la RDC au profit du développement et du bien-être de ces populations. Donc, de mon point de vue, est-ce que ce travail, la préservation, je dirais même le développement durable de la forêt permettrait d'assurer, je vais dire, le développement économique durable de la RDC? La réponse est oui. Si on va au-delà de la mise en place de ces instruments et que nous nous engageons dans les années à venir à vraiment mettre en œuvre réellement toutes ces stratégies qui sont développées, toutes ces politiques au niveau de l'aménagement du territoire et au niveau des différents secteurs qui sont développés, si effectivement on les met en œuvre, je crois que la réponse serait totalement positive. Merci beaucoup Étienne, merci. C'est une très belle réponse qui fait une très belle passerelle pour notre second panel de discussion. Alors, nous avons beaucoup appris, beaucoup entendu des informations phares. Donc, premièrement, deux produits phares de la réforme de l'aménagement du territoire, la politique et la loi, qui est encore dans son processus d'adoption. Également, donc, des principes importants que contiennent ces outils juridiques, qui sont donc la participation et l'implication des peuples autochtones, des outils qui vont venir pour concrétiser cela, des outils de planification qui vont descendre jusqu'à la base, impliquer et prendre donc en compte l'existant, donc ce que les communautés auront à dire, la participation effective, mais également un schéma national qui va refléter tout cela au niveau national. Alors, moi, je vais mettre le pied dans le plat. Étienne n'a pas voulu. Je vais donc confronter conservation et développement. souvent, effectivement, ce sont des termes opposés dans nos esprits qu'avoir la préservation d'un côté et le développement de l'autre côté. Le second panel de discussion que nous allons entamer, il va se focaliser sur le rôle clé des peuples autochtones pour le développement en tant que gardien des forêts. Et pour ce second panel, je vais avoir avec moi dans la discussion Madame Gaïa Allison, qui est donc la conseillère régionale de l'ambassade britannique pour les questions climat et environnement. À ses côtés, nous avons Monsieur Jean-Paul Kibambe, qui est le directeur national de WCS, Wildlife Conservation Society. Et nous aurons online avec nous M. Joseph Itongwa, président du conseil d'administration du REPALEF. D'entrée de jeu, allô Joseph, êtes-vous avec nous? Oui, je suis en ligne, je vous suis très bien. Merci Joseph, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Alors, on va commencer directement par vous sur cette question de développement durable et donc pouvez-vous donc nous dire un peu quels sont les engagements de la RDC en lien avec les peuples autochtones? Alors, merci beaucoup. Je dois commencer d'abord par jeter des fleurs à son Excellence, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je vais bien dormir aujourd'hui et que les ancêtres puissent encore vous protéger parce que vraiment ces engagements et votre intervention va droit à un espoir pour les peuples autochtones parce que le secteur d'aménagement des territoires, c'est un secteur clé qui gère les terres aussi et sur lesquelles il y a les forêts et la biodiversité. Et que si réellement les différents secteurs, les différents investissements, les différentes priorités de la République démocratique du Congo sont accordés autant sur les investisseurs qui amènent des moyens pour les pays, en même façon pour les zones des peuples autochtones, ce serait utile vraiment de passer à l'acte. Alors, je vais tout droit par rapport à la question et les contributions des peuples autochtones sur les engagements de la RDC. Par rapport au climat, la biodiversité,
il faut d'abord partir de ces facteurs qui contribuent aux problèmes climatiques. Vous savez, il y a la déforestation et la RDC s'est engagée à un processus de réduction des émissions dues à la déforestation et le processus serait depuis 2009. Il y a une stratégie qui a été mise en place depuis 2012 et qui vise l'utilisation durable des terres et aussi qui attaque déjà les moteurs de la déforestation. On a parmi lesquels il y a cet aspect de l'absence de planification des terres. Il y a aussi la question d'utilisation aussi durable des terres. Et tout ça, c'est justement pour stabiliser les couverts forestiers et contribuer aussi à un développement et une croissance économique durable. Les rôles des autochtones, je ne vais plus revenir sur ça. Vous savez que s'il faut parler de cette stabilisation des forêts et les couverts forestiers, et vous allez comprendre avec moi que tout ce qui a été comme intervention, les peuples autochtones ont une place, car la gestion traditionnelle des terres permet vraiment une conservation et une gestion durable de la biodiversité des forêts. Ça, c'est justement pour le secteur climat. S'il faut aller même sur les engagements de la RDC par rapport à la biodiversité, vous savez bien sûr que le rapport, je vais revenir sur le 6e rapport de la RDC, notamment lié à la contribution nationale déterminée, il a été même démontré, nous sommes en train de suivre ça, que les espaces forestiers des peuples autochtones qui est conservé où il y a les hautes valeurs de la biodiversité peuvent être capitalisés aussi comme autant d'espaces qui peuvent aller même jusqu'à 17% d'engagement des peuples autochtones par un mode traditionnel de ces espaces de conservation. Je vois bien qu'il y a autant d'engagements de la RDC pour lesquels les peuples autochtones ont une place vraiment prépondérante pour la contribution. Merci Joseph, merci. Restez en ligne avec nous, on revient, mais j'aimerais me tourner à présent vers M. Jean-Paul Kibembe. Monsieur Jean-Paul, de votre expérience et de tout ce travail que WCS effectue, pouvez-vous nous dresser un peu la plus-value des peuples autochtones pour le climat, pour la biodiversité et pour le développement durable? Oui, merci beaucoup et merci pour cette question. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Ministre, parmi nous. Par rapport à votre question, plutôt que parler de plus-value, j'aimerais d'abord parler de valeur elle-même. Avant de parler de la plus-value, de la valeur elle-même, je pense que Patrick ici l'a démontré à de nombreux égards, du fait que les zones où l'on trouve des forêts avec une haute valeur d'intégrité, c'est-à-dire avec une perturbation moindre, sont des zones qui sont en corrélation spatiale assez forte avec les zones dans lesquelles vivent les peuples pygmées, peuples autochtones pygmées notamment. Son Excellence, Monsieur le Ministre, est aussi revenu sur cette question. Donc je pense qu'il y a d'abord cette question de valeur, parce que la forêt est au cœur des valeurs des peuples pygmées, des peuples autochtones, des communautés locales qui y voient la mer nourricière, la mer qui soigne, la mer qui apporte tout le confort qui est nécessaire, l'habitat, etc. Et en termes de plus-value, je pense que c'est là que se trouve votre question, c'est peut-être que l'on doit s'assurer d'une meilleure intégration des peuples autochtones pygmées dans la gestion de ces forêts. Et il y a des outils qui commencent à émerger, on en a cité quelques-uns, et il y a notamment cette initiative née de plusieurs organisations, il inclut Rainforest, il inclut WRI, il inclut Global Wildlife Conservation, il inclut WCS, Wildlife Conservation Society, qui traite de cette question en lien avec la forêt pour la vie, Forest for Life, où effectivement l'idée est de pouvoir intégrer dès le départ les communautés dans la gestion rationnelle des forêts et qui soit donc au cœur d'un dialogue pour le développement, pour assurer de pérenniser, de préserver et de gérer de manière rationnelle et durable ces forêts. Et donc c'est là que l'on voit qu'il peut y avoir cette plus-value, cette fois-ci, en intégrant davantage les communautés locales, les peuples autochtones, dans une gestion de ces différents espaces, qui sont des espaces forestiers et qui ont, pour la RDC, une importance capitale. Notre collègue Itongo est revenu, son Excellence est revenu dessus, et donc
Il n'y a même pas besoin d'opposer conservation de ces espaces avec le développement, mais je laisse cette question pour plus tard dans le débat. Merci. D'accord, ce n'est pas une pirouette, je le confirme. Merci. Effectivement, une meilleure intégration des peuples autochtones dans les différents programmes autour des forêts, de la gestion des forêts, un rôle acteur. Et donc, dans ce cas, je rentre à nouveau je rentre maintenant vers Madame Gaia Allison. Donc, vous représentez l'ambassade britannique parmi nous. Ma question serait dans la théorie de changement de CAFI, quelle est la place des peuples autochtones? Bon, merci pour la question. Peut-être je peux donner un peu d'informations sur CAFI parce que peut-être tout le monde ne connaît pas. Il s'agit d'une fonds multipartenaire et d'une initiative qui travaille avec les gouvernements et les parties prenantes du bassin du Congo pour faire deux choses en parallèle. Un, c'est pour lutter contre les multiples facteurs de déforestation, mais aussi pour améliorer les moyens de vie des personnes les plus vulnérables et pauvres. Il a aussi compris les populations autochtones. Et le lien entre ces deux impacts souhaités est intéressant parce que le fait d'avoir la déforestation comme point d'entrée de la théorie du changement du CAFI tend à orienter notre travail vers les groupes qui sont considérés comme les moteurs de la déforestation, plutôt que de cibler directement les populations autochtones, qui sont souvent appelés les gardiens, les protecteurs du forêt, comme nous avons déjà écouté, ne sont pas responsables de la perte significative de la forêt. Donc, ça, c'est une tension dans la théorie de changement pour CAFI. Cependant, bien que la théorie de changement ne soit pas aussi spécifique sur le rôle des populations autochtones, elle reconnaît l'importance de la sécurité foncière, de la planification et de l'utilisation des terres, de l'amélioration de la gouvernance forestière comme élément de base fondamentale nécessaire pour lutter contre la déforestation. Et la prise en compte de ces éléments est bénéfique tant pour les populations autochtones comme pour autres personnes vulnérables et pour les forêts. Et c'est très bien entendu que les transformations socio-économiques, on peut répondre à les palabres d'Étienne. Les transformations socio-économiques sont nécessaires pour un développement vert et durable. Et ça, ce n'est pas possible sans la génération des bénéfices du développement. Et ça, c'est connu et dans tout le système du CAFI. Merci, Gaia Allison. Alors, bref, on constitue. La RDC est engagée donc sur les questions climatiques, a donc consacré une partie de ses forêts à la préservation pour maintenir le climat du fait de notre rôle en tant que deuxième poumon du monde. Il y a des financements qui viennent, mais qui ne sont pas directement ciblés pour atteindre les peuples autochtones parce qu'on se concentre plus sur ceux qui détruisent la forêt plutôt que sur ceux qui peuvent aider à protéger la forêt. OK. Dans ce cas, est-ce que, M. Jean-Paul Kibambé, est-ce qu'il ne faudrait-il pas aller directement sur une modification de l'approche justement de conservation des forêts et de la biodiversité? Et dans ce cas, quels seraient les préalables si on veut modifier notre façon de préserver? Encore merci pour cette question, et encore une fois, une très bonne question. Et donc, j'aimerais un peu revenir sur ce que j'ai évoqué vers la fin de mon propos précédemment. C'est le fait que opposer conservation et développement n'a plus beaucoup de sens. La même carte qu'a présentée mon ami
Patrick, on pourrait superposer sur cette carte les espaces de conservation et on verrait exactement le même type de corrélation. C'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que les espaces dédiés à la conservation ont contribué à maintenir des pans de forêt entiers qui sont aussi ceux qui sont aujourd'hui les terroirs, si on peut appeler comme ça, des peuples autochtones. Ensuite, la RDC a, dans sa politique nationale de lutte contre le changement climatique, voulu consacrer un certain pourcentage de son territoire à l'espace forestier. On parle d'environ 60%, si pas plus. Ben, la question est très simple. On ne sait pas maintenir un couvert forestier sans conserver là où le mandat de conservation existe effectivement, notamment dans les aires protégées, tout en essayant de contenir là où la pression existe, c'est-à-dire dans les zones d'exploitation active et des zones de destruction de la forêt, et coupler cela avec des zones où on peut régénérer la forêt. Donc la conservation ne doit pas être vue comme antagoniste à cet élan de développement vert, comme on l'appelle, mais plutôt une contribution réelle à cela. Et donc comment changer justement les approches de conservation, c'était là votre question, et donc je vais chuter là-dessus, c'est encore une fois s'ouvrir à ces nouveaux mécanismes, en particulier la conservation communautaire, comme on l'appelle. Nous sommes aujourd'hui à RDC assez avancés sur ces questions de foresterie communautaire qui sont une contribution claire et concrète à l'intégration, encore une fois, des communautés dans la gestion des espaces de conservation et dans la gestion de ces espaces où les communautés peuvent dorénavant exercer leur autorité sur des espaces sécurisés juridiquement par des titres fonciers grâce justement à des réformes comme l'aménagement du territoire, la réforme foncière, etc. Et donc cette approche de conservation qui n'est pas une conservation pure et dure de pouvoir compter les éléphants et être content du nombre de capis qu'on a en RDC, c'est très important, mais au-delà, c'est pouvoir montrer la contribution de ces espaces pour une harmonisation à l'échelle du territoire national et son imbrication dans la contribution climatique du pays, résolution des questions liées aux peuples autochtones, etc. Et donc la conservation vient dans un nexus, si on peut l'appeler comme ça, où il y a développement local, plan d'aménagement, conservation des espaces, lutte contre le changement climatique, et donc elle n'est pas antagoniste. Et après, bon, la valeur de conservation, évidemment, nous sommes fiers d'être un pays de méga biodiversité, donc effectivement, hein, la conservation apporte aussi des éléments clés à la richesse de notre beau et grand pays que nous voulons maintenir tel quel et le léguer aux générations qui arrivent. Et la conservation, intégrée dans tout ce déploiement que j'ai évoqué ici, est l'une des réponses à cette question que vous venez de me poser, sans du tout l'opposer aux questions de développement. Merci. Merci, Monsieur Jean-Paul Kibabé. Je vais passer la parole à Joseph Itongwa. Allô, Joseph, vous êtes avec nous? Oui. D'accord, je pense que vous avez suivi les interventions de Jean-Paul Kibambé ainsi que de Gaïa Allison autour de cette question. Alors, ce sont déjà des pistes et je pense des moyens très, très intéressants qu'ils mettent sur la table, qui sont visibles. Hein. Mais de votre côté, de manière très, très spécifique et très concrète, à travers peut-être des programmes ou des mécanismes que vous avez identifiés, comment les PA peuvent réellement contribuer à la réalisation du développement durable par des moyens Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Parler de développement durable, c'est faire allusion d'abord à des possibilités de développement économique qui découlent de l'utilisation durable des ressources naturelles. Et là, les PA sont des partenaires privilégiés. Je ne veux plus encore revenir sur ça. Il y a tous ces éléments. Donc, ne pas tenir compte des capacités, des contributions des peuples autochtones pygmées, c'est aussi perdre cette possibilité de développement économique qui découle de cette utilisation durable de ressources naturelles. Bien sûr, on a besoin de développement économique, d'extraction, et les pays ont besoin de moyens, bien sûr, mais on ne peut pas les faire au prix même de destruction de ces moyens traditionnels, ces patrimoines traditionnels des peuples autochtones. Je vais vous dire qu'en décembre 2019, les forums de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, les confessions religieuses ont reconnu réellement
les rôles des peuples autochtones. Dans une déclaration où ils ont pris un engagement pour préserver la forêt, ils ont reconnu cette étroite relation entre la préservation des forêts et les savoirs traditionnels des peuples autochtones, et ils ont pris même l'engagement d'appuyer les peuples autochtones dans la reconnaissance de leurs droits. Ça, c'est un élément important. Je vais aussi revenir sur un aspect que vous avez évoqué ici, justement pour donner des réponses à ça, ce qui veut dire que le financement s'attelle surtout sur ce qui détruit. Mais est-ce que l'aspect de ce qu'on a protégé reçoit au moins l'attention de tous les mécanismes financiers, notamment la conservation et aussi le patrimoine forestier et l'utilisation durable par les peuples autochtones? Je crois que c'est important dans ce panel de penser à cela, comment appuyer la nouvelle lettre d'intention de CAFI. C'est vraiment important de voir comment appuyer ces efforts de conservation par les peuples autochtones. Il y a plusieurs mécanismes. Là, il y a la foresterie communautaire, il y a également les aires du patrimoine autochtone et communautaire conservées par les peuples autochtones avec initiative que nous avions engagée avec RFM. Donc, tous ces éléments sont importants. Je crois que d'appuyer les efforts des peuples autochtones en vue de contribuer à ce développement durable qui concilie réellement la protection des forêts et le développement économique. Merci. Donc, mes oreilles ont bien entendu. Je crois que les paroles des uns et des autres se recoupent, se croisent et ne veulent plus se séparer. Donc, la foresterie communautaire, les modes de gestion communautaire associés donc aux mécanismes de conservation peuvent mener à une préservation efficace des forêts intactes. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un peu plus de financement vers ceux qui protègent les forêts, au même titre que contre ceux qui détruisent la forêt. Bien compris. Dans ces financements, actuellement, nous sommes dans une phase où la RDC se prépare à la signature d'une nouvelle lettre d'intention avec CAFI. Et donc, ma question, c'est pour Madame Gaïa Allison. Dans ce cadre de préparation et de négociation, nous sommes chacun des attentes, des perspectives qu'il entrevoit. À votre niveau, j'aimerais que vous puissiez nous donner votre point de vue sur comment est-ce que le partenariat entre CAFI et la RDC pourrait ou envisage-t-il de concrétiser l'engagement, les divers engagements de la RDC et de prendre en compte ces attentes des peuples autochtones quant à une implication plus soutenue en tant qu'acteur et moteur de changement? Bon, merci, c'est une question très importante. Peut-être je peux vous donner quelques exemples de la manière dont le CAFI travaille maintenant pour appuyer les peuples autochtones et après dire quelque chose sur la future lettre d'intention. Dans les activités de CAFI maintenant, les populations autochtones sont incluses dans les activités de 8 programmes provinciaux qui s'appellent PIRED, et où il y a la participation des peuples autochtones dans le processus d'aménagement du territoire au niveau local. Et je crois que c'est très important, les mots de Patrick, de vraiment intégrer la vision, la perspective des peuples autochtones dans ces processus. Ce n'est pas seulement un processus technique de zonage, c'est quelque plus que ça. Mais aussi, plus spécifiquement, CAFI aussi cofinance un programme dédié aux peuples autochtones avec la Banque mondiale qui couvre, je crois, 11 provinces dans lesquelles vivent des populations autochtones. Et son objectif est de promouvoir l'expérimentation de modèles innovants de gestion durable des forêts et des autres activités qui sont plus dirigées au développement. Et aussi, le CAFI a appuyé le processus d'intégration des points de vue
peuples autochtones dans les projets de plan de réforme foncière. Ça, c'est très important. C'est très important aussi de noter que CAFI ne peut pas faire tous et tout seul. Mais il peut aider, mobiliser à autres. Et un exemple, dans la province de l'Équateur, le programme provincial a reçu des fonds supplémentaires de la Suède, spécifiquement pour les peuples autochtones. On espère que ce modèle peut être répliqué plus en plus. Concernant la future lettre d'intention, c'est très tôt pour parler publiquement des négociations en cours entre CAFI et la RDC. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de questions sur la table. Et Joseph a mentionné la question de la foresterie communautaire. Et ça, c'est une grande part des discussions, on peut dire ça. Et aussi, on parle des questions qui sont soulevées par le processus de consultation nationale déjà accompli avec la participation de la société civile et gouvernement et tous les acteurs, aussi les peuples, les représentations de peuples autochtones. Et je veux dire que nous sommes à l'écoute. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous nous posons beaucoup de questions entre nous sur beaucoup de sujets. Par exemple, cette question de l'intégrité des forêts, la différence entre l'extension de forêts versus la qualité des forêts. Non? Ce n'est pas seulement la conservation de forêts que c'est important. Des discussions comme aujourd'hui, comme celle-ci, sont vraiment utiles pour nous, pour éclairer notre propre réflexion. Donc, merci beaucoup pour toutes les idées que j'ai déjà écoutées aujourd'hui. Merci Madame Alison. Alors, on n'a pas trop de questions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers spectateurs, qu'il y a une option question and answer, questions et réponses. Donc, en dessous, vous pouvez publier quelques questions. On n'en a pas beaucoup reçu pour ce panel. Toutefois, j'en ai une qui vous est adressée donc à tous les deux, aussi bien WCS que Madame Gaïa, donc qui serait: comment est-ce qu'on peut pérenniser la gestion forestière par les communautés locales face aux faibles financements, moyens financiers dont ils disposent, et surtout aux impositions, aux orientations des bailleurs quant à l'exploitation des forêts? Ça, c'est une réalité drastique pour les ONG qui est notée. Comment pérenniser cela s'il y a autant de directives ou d'orientations pour l'exploitation forestière? Monsieur Jean-Paul Kibambé. Oui, merci beaucoup. Je pense pour répondre à cette question, je vais revenir sur les propos de Patrick. Il évoquait dans sa présentation, c'est le fait que la question des peuples autochtones aujourd'hui est au cœur du débat dans la gestion des forêts. Et donc, il s'agit aujourd'hui de pouvoir discuter de manière quasi égale à égale, cela qui se passe dans ces processus en lien avec le consentement libre, informé et préalable, dans ces questions de foresterie communautaire, dans la prise en compte de la question des peuples autochtones pygmées. Son Excellence l'a rappelé plusieurs fois. Et donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de réfléchir en termes d'imposition ou d'une sorte d'ascendance les uns sur les autres, mais de traiter en partenaire. Et effectivement, sur les questions de conservation, je l'ai évoqué tout à l'heure, on se rend compte que les zones de conservation contribuent à avoir des forêts d'une certaine intégrité. Ce sont ces zones où on trouve aussi des populations pygmées en majorité. Et donc, c'est un dialogue. Cette question d'imposition doit être de plus en plus dépassée, si jamais elle existait. En tout cas,
dans notre approche, telle que j'évoquais dans les initiatives comme Forest for Life, les communautés sont au cœur de la réflexion. Et donc, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'a priori, il y a plutôt question d'intégrer la vision, comme disait Gaïa tout à l'heure, la vision des peuples autochtones sur la question des forêts, la foresterie communautaire, sur les contributions à l'effort de régulation du changement climatique, sur la protection des forêts pour qu'elles demeurent à cette source de revenus, de plantes médicinales, etc. Et donc, c'est vraiment une approche d'égal à égal que l'on cultive, qu'on veut promouvoir davantage. Et par exemple, la loi qui est, j'espère, bientôt promulguée, les peuples autochtones, rencontre encore une fois cette préoccupation de pouvoir prendre en compte les desiderata des peuples autochtones, notamment sur ces questions en lien avec les forêts, l'aménagement du territoire, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Par ailleurs, sur ces questions de financement, c'est vrai, il y a une sorte de philosophie du fait d'orienter les financements vers arrêter la destruction de la forêt, et jusque-là, peu d'efforts sur comment récompenser, si on peut le dire ainsi, ce qui contribue à la préservation des forêts. Mais le fait que ce soit déjà une réflexion qui commence à être évoquée, c'est un pas. Il y a 5 ans, cette question de financer des zones où les forêts sont préservées n'était pas tout à fait au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une vraie question qui est en train d'être discutée. Donc, il y a des évolutions sur lesquelles nous devons capitaliser pour l'avenir. Merci. Merci. Madame Addison, donc je vous renvoie à la même question. Je vous renvoie à la même question. Pour les bailleurs, la pérennisation de la gestion des forêts par les communautés locales, je crois que c'est un aspect très important, aussi bien pour le maintien du couvert forestier. Comment est-ce qu'on peut la structurer face aux bailleurs, face aux directives que l'on pourrait recevoir des bailleurs? Alors, tout récemment, en 2020, vous avez été fortement engagé avec l'ambassade autour du processus de la contribution à la RDC. Et donc, tout le secteur privé que nous savons très actif en RDC, très demandeur en RDC. Maintenant, qu'est-ce que nous pourrons faire avec eux pour les mener à respecter cette gestion des communautés? Je ne peux pas parler pour tous les bailleurs. Je peux parler pour FCDO, qui je représente. Comme vous avez dit, Réunion a travaillé beaucoup avec le sujet de la foresterie communautaire en RDC et dans tout le bassin du Congo. Et c'est quelque chose que nous avons l'espoir de donner de continuité. Nous ne sommes pas maintenant des contribuantes à CAFI, mais on espère que dans la prochaine année, peut-être on peut donner de continuité. Et il y a des autres bailleurs dans le contexte du CAFI qui aussi veulent donner plus focus à le sujet de la foresterie communautaire. Pardon, l'autre part de la question, j'ai oublié la question. Oui, je pense que le sujet est tellement intéressant. Mais maintenant, comment pérenniser? Est-ce que la CEDEN peut aider à venir pérenniser la conservation? Pardon? Renforcer, durabiliser. Bon, c'est... Obviamente il y a un contexte de... je crois qu'il y a déjà peut-être plus que 60 forêts communautaires déjà délimitées, etc. L'important maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire après ce processus de sécurisation des droits. C'est très important de montrer aux les gens qu'on peut avoir une qualité de vie mieux
I apologize. I think I might just shift to English. This is painful for everybody. So I think what's really important for community forestry going forward in DRC is that we put a lot more emphasis on what happens after the process of delimitation and you know, the rights, the mapping. So how do we ensure that people really see the benefits of having gone through that process of delimitation? So this means that for Indigenous people, how do they maximize their benefits to them from this right? It's not just about us looking at Indigenous people as the stewards of the forest to do the hard work for us. They also need to get benefit from this. So I think be it for Indigenous people or other communities that are working towards the delimitation of their territories, there really needs to be a strong effort looking at what next. Mm-hmm. How do we get livelihoods improved through this entitlement? And at the same time, I think it has to be seen in the context of other legal processes, legislation, the whole forest governance picture, because the minister spoke very eloquently about the challenges of land use planning, and I wrote down, I really liked his comment that land use planning is the compass for all other sectors. And he's absolutely right. So what we hope to see in the future is that land use planning is accepted as a primary tool across the sectors, and we no longer see these difficult superimpositions of concessions, etc., on community lands, because community forestry, I don't think alone is a full protection. Is that enough? Sorry. Plus que mon anglais ne peut se permettre. Ok, je vais vraiment pas vous dire que j'ai pu lire, mais je peux vous donner donc, ok. Il y a traduction indirecte. Je me demande simplement si nos participants ont eu le temps de switcher vers le français. Donc, Gaïa, donc, à la fin, a voulu parler librement donc, en anglais pour rappeler que le plus important, c'est de pouvoir savoir, de pouvoir s'assurer avec les communautés locales, qu'est-ce qui vient après la cartographie, après la démination de leurs terres. Nous avons donc, nous, montré l'intérêt et l'avantage pour le climat et pour le développement, la conservation, enfin, la biodiversité, de pouvoir délimiter, cartographier, sécuriser ces terres, mais quel est l'intérêt pour les peuples autochtones? Et c'est donc important pour eux aussi de pouvoir avoir une vie améliorée, d'avoir des meilleures conditions de par ces processus de cartographie qui permettra à ce que valablement ils puissent aller dans ce processus. Donc ça, c'est une réflexion qui doit être menée, doit continuer. Elle a également noté qu'elle a pris des notes sur ce que le ministre de l'aménagement du territoire nous a révélé ici, et que nous sommes tous dans l'attente de voir le processus, comment il va être réalisé, l'aménagement du territoire va être réalisé et concrétiser donc ces attentes par rapport à la superposition des usages sur les terres des communautés locales. Voilà, l'arbitrage. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette discussion, de cette session sur la RDC. Des idées très intéressantes. On termine aujourd'hui, mais on n'a pas fini. Donc, on va continuer encore après à discuter de ces mêmes thèmes. Mais pour aujourd'hui, donc, on va dire un grand merci à tous mes panélistes. Merci, excellent Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous et de votre ouverture, de tout ce que vous nous avez donné. Merci donc Madame Gaïa Ellison, Monsieur Jean-Paul Kibambé, Patrick Saïdi pour votre présence, ainsi que Étienne de Souza et Joseph Itongwa qui étaient en ligne avec nous. On vous remercie, ainsi qu'à vous tous qui nous avez suivis. Alors, peut-être rapidement pour pouvoir vous dire que cette session a apporté donc sur les peuples autochtones comme étant des acteurs clés à la préservation des forêts. Leur territoire et les paysages des forêts intactes sont confondus, ils sont quasiment les mêmes, mais les modes de vie, la cohabitation avec les communautés locales dans ces forêts ne mettent pas en danger les écosystèmes. Ça, c'est un fait qui a été révélé et reconnu par tous. L'aménagement du territoire comme processus central
dans la préservation avec son mandat de promotion du développement d'utilisation de terre et cette place transversale intersectorielle qu'il occupe a entre ses mains des outils qui permettent de garantir la participation et l'implication des communautés et des peuples autochtones à travers les processus de projection de l'utilisation des terres, et donc mieux les impliquer. Ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est que la valeur des peuples autochtones, leur bénéfice au sein des forêts, est établi pour pouvoir soutenir nos défis de préservation et de conservation des forêts et de conservation de la biodiversité. Il faut simplement que nous puissions arriver à changer ou à modifier l'approche de conservation actuelle afin de l'associer avec les modes de gestion communautaire, la foresterie communautaire, augmenter le financement vers des acteurs qui protègent la forêt et pas simplement vers les moteurs de déforestation. Ça a été dit, plusieurs processus ont été mis en lumière ici. Forest for Life, qui est un programme qui va aller directement projeter vers les communautés, vers donc ces personnes qui travaillent ces personnes qui œuvrent à maintenir les forêts, apporter un financement pour qu'elles continuent ce travail, mais également des processus comme Tenure Facility qui a été cité en plénière, et également comme les autres processus qui sont guidés au niveau national au travers du développement, sur question de développement, c'est que la contribution déterminée au niveau national, autant de pistes qui donnent des cibles pour les acteurs des organisations non gouvernementales, des pistes de plaidoyer pour des financements. Donc, sur ce, je vais clore avec peut-être 1 minute de retard cette session. Vous rappelez que préservation des forêts et développement durable sont interconnectés, interdépendants et qu'il faut travailler sur les deux aspects pour garantir que demain, nous aurons un monde meilleur pour des personnes qui vivent de nos forêts et qui permettent à ce que nous puissions respirer. Merci à tous d'avoir suivi la session de la RDC et bonne continuation dans vos travaux et dans le plaidoyer. Je rends le micro.